Bonjour à tous, pour la deuxième année consécutive, le coup d'envoi de l'Intercontinental Rally Challenge est donné à Monaco par l'épreuve sur route la plus réputée de la planète, le rallye Monte-Carlo. Une épreuve qui célèbre cette année sa 78e édition avec un parcours long de plus de 1600 km, dont 405 de secteurs chronométrés répartis en 3 étapes et sur 15 spéciales. Le Monte-Carlo qui dispose cette année d'un plateau véritablement extraordinaire avec évidemment la présence du champion 2009 de l'IRC, l'Irlandais Chris Meek. C'est très excitant de participer à cette épreuve. Je suis content de pouvoir venir défendre mon titre cette année. À la défense du titre de Sébastien Ogier sera une mission bien ardue car le vice-champion du monde de rallye est présent, Mikko Hirvonen. Je crois qu'on va bien s'amuser, nous dit-il. Plateau fabuleux donc avec également Jan Kopecky, vice-champion en 2009, Tony Gardemeister qui s'engage pour la 11e fois, sans oublier Brian Bouffier, triple champion de Pologne, et le nouveau pilote Renault en Formule 1, Robert Kubica. Voilà pour une liste non exhaustive. Grande animatrice du championnat l'an passé avec 5 victoires à son actif, l'équipe Peugeot Belgique a sensiblement réduit la voilure en ce début de saison 2010. Une seule 207 est engagée par Marc Van Dalen, celle du champion en titre, Chris Meek. Le partenaire Peugeot Belgique Luxembourg a malheureusement dû diminuer un peu son investissement et donc reviendra bientôt en IRC, c'est-à-dire probablement à partir de la Sardaigne. Mais d'ici là, bien, on fera cette voiture-ci et les voitures de l'année passée, Peugeot Belgique, il n'y en aura plus qu'une. Le pilote n'est pas encore décidé, ce sera pour la Sardaigne. L'an passé, Skoda avait profité du Monte-Carlo pour faire débuter la Fabia S2000 aux mains de Jan Kopecky et de Juho Hänninen. Après une saison de rodage lors de laquelle ces deux représentants ont enlevé 3 victoires en 9 épreuves, la firme tchèque monte en puissance et revoit logiquement ses ambitions à la hausse. Nous espérons participer à encore plus d'épreuves, encore plus sélectives par rapport à l'an dernier, avec évidemment toujours Jan et Juho comme pilotes officiels. Mais nous sommes également rejoints par des équipes satellites. Skoda Grande-Bretagne a engagé une voiture pour Guy Wilkes et nous espérons que cette structure sera en mesure de nous prêter main forte lors des grandes épreuves inscrites au calendrier. Après plusieurs apparitions difficiles aux commandes de la Proton, Guy Wilkes avait enfin connu le chemin de la victoire en IRC lors de la dernière manche de la saison 2009 en Écosse, justement avec une Fabia S2000. Un succès qui avait donc convaincu Skoda Grande-Bretagne de poursuivre l'expérience en 2010, à commencer par les routes du Monte-Carlo. Skoda nous apporte un soutien déterminant et j'ai une confiance absolue dans le potentiel de la S2000 qui nous permet d'ailleurs de penser au titre. Nous participerons à 6 épreuves avec une possibilité d'accroître encore ce programme. Sacré champion de l'IRC en 2008, Nicolas Vouilloz a connu une saison difficile l'an passé. Sa collaboration avec Peugeot arrivant à terme, Pavel Ortek, le team manager de Skoda, a sauté sur l'occasion pour confier une autre Fabia S2000 aux Français. Nous connaissons parfaitement toute son expérience et ses performances ces dernières années et nous avons profité du fait que Peugeot le libère de ses engagements pour entamer une collaboration avec lui. Mais la grande nouveauté pour ce Monte-Carlo 2010, c'est l'apparition d'une nouvelle auto dans la famille S2000, la Ford Fiesta. La petite bombe développée par Christian Loriot dispose d'un atout considérable pour ses premiers tours de roue en compétition, la présence du vice-champion du monde des rallyes, Mikko Hirvonen. En tout premier lieu, il nous a semblé que cette épreuve était parfaite pour le lancement de cette nouvelle voiture sur laquelle nous avons fondé beaucoup d'espoir. De très nombreux clients sont intéressés par cette voiture et nous avons donc profité de ce rendez-vous pour engager l'équipe M-Sport sur cette épreuve. Après un 3e titre consécutif de champion de Pologne et lui aussi quelques expériences difficiles avec la Proton, Brian Bouffier s'engage au volant d'une Subaru Impreza engagée par l'équipe de Tommi Mäkinen. L'ancien quadruple champion du monde s'est même imposé à 4 reprises au Monte-Carlo. Il a fait le déplacement pour épauler sa nouvelle recrue. Remarquable en 2009 au volant d'une Mitsubishi Lancer, le jeune Autrichien Franz Wittmann est de retour en IRC, mais cette fois avec une auto capable de briguer des places sur le podium et même plus, si affinité. Nous avons franchi le pas avec la Peugeot 207 S2000. Je suis vraiment très content de pouvoir disposer de cette voiture pour disputer les épreuves cette année. Nous devrions participer à 8 manches inscrites au calendrier et nous espérons obtenir de bons résultats au niveau du championnat. Ça sera avant tout une année d'apprentissage car je découvre tout juste cette voiture, mais je pense qu'on va prendre beaucoup de plaisir.
Alors justement, on va s'attarder sur le cas de Franz Wittmann car il n'est pas le seul jeune pilote à être parvenu à monter un programme pour la saison IRC 2010. L'autre pilote avec lequel il est facile de faire le parallèle, c'est Bruno Magalhães. Le Portugais avait lui aussi fait plusieurs apparitions ces dernières saisons en IRC et il jouera cette année un rôle sans doute non négligeable au niveau du championnat. Ça s'annonce bien, je prends beaucoup de plaisir, je veux faire un maximum de spécial dans la voiture, je suis particulièrement content de participer à cette épreuve et pour le moment tout se passe bien. Wittmann a participé au Monte-Carlo l'an dernier et il devra donc s'acclimater au maniement du NES 2000. Pour Magalhães c'est l'inverse, il découvre cette épreuve mais connaît parfaitement sa monture avec laquelle il a enchaîné 3 titres nationaux. Je vais tout donner, c'est ma première saison en IRC donc je sais que ça sera très compliqué, surtout que je n'ai jamais roulé sur la neige ni sur la glace. Au Portugal évidemment on n'a pas ce genre de conditions, alors je vais faire de mon mieux. Preuve du potentiel accordé au jeune portugais, Bruno Magalhães a été convié à une séance d'essai Peugeot au début du mois de janvier en compagnie de Chris Mick et de Stéphane Sarrazin. Pour Franz Wittmann, la neige est loin d'être une inconnue et il le prouvera lors du passage à Saint-Bonnet-le-Froid avec un sourire taille XXL en prime à l'arrivée de la spéciale. On a pris un immense plaisir dans cette spéciale Unity, c'était vraiment génial. Wittmann sera récompensé de son attaque sur la neige de la Haute-Loire par un incroyable 4e temps. À cet instant, il est 6e du général avec 19 secondes d'avance sur un Bruno Magalhães, logiquement dépaysé. C'est très difficile pour moi dans ces conditions. J'ai beaucoup de mal à anticiper les changements d'adhérence sur ce genre de route. On est là, on est à la bagarre et j'adore vraiment apprendre à manier cette voiture. J'espère aller jusqu'à l'arrivée à Monte-Carlo. Le duel entre les deux jeunes loups de l'IRC se poursuit tout au long de l'épreuve. Et pour l'un comme pour l'autre, l'important est de rester en course pour défier le monument du Monte-Carlo, le Turini. On n'est pas sorti, c'est déjà de la chance. Ça sera très compliqué évidemment, mais c'est comme réaliser un rêve que de passer le col du Turini. Je vais faire de mon mieux. Le champion du Portugal va tout de même créer la surprise en dominant son rival direct pour la 8e place dans la spéciale entre Pera Cava et la Bolette Vesubie. L'écart entre les deux hommes n'est plus que de 20 secondes. Parti en pneu neige, Franz Wittmann se fait prendre au piège dans le secteur suivant. Un choc qui l'empêchera d'aller plus loin. La déception pour l'un, le soulagement pour l'autre. Cette spéciale était très délicate. Je suis content du choix de pneus qu'on a fait. Ça va, pour l'instant, pas de problème. Ça peut arriver, c'est le rallye. On est content malgré tout parce qu'on a fait un beau parcours. Nous avons fait beaucoup de kilomètres, ce qui est précieux au niveau de l'expérience par rapport à cette voiture. Je suis très optimiste pour la suite de la saison. À n'en pas douter, les chemins de Franz Wittmann et de Bruno Magalhães se croiseront régulièrement sur les spéciales de l'IRC en 2010. Pour parvenir à déjouer les pièges d'une épreuve comme le Monte-Carlo, il faut d'abord commencer par faire un sans faute au niveau du choix des pneumatiques. Fournisseur de toutes les grosses équipes du championnat, à l'exception des Ford, BF Goodrich a acheminé plus de 4000 pneus pour ce Monte-Carlo. Nos techniciens partent dans les spéciales pour savoir quelles sont les conditions de route et pour tenter de deviner quelle sera l'évolution des conditions. La météo a été plutôt bonne jusque-là avec des températures assez douces. Ça signifie que les portions humides risquent de sécher. En fait, tout peut toujours arriver. Nous devons tenir compte des possibilités de changement météo qui pourraient avoir une influence sur les conditions d'adhérence pour aider les concurrents à faire les meilleurs choix possibles dans la gamme de pneus que nous mettons à leur disposition. De l'asphalte sec à la glace vive en passant par la neige ou le mouillé, il faut pouvoir faire face à absolument toutes les conditions. Dans ce contexte, la recherche du bon compromis prend des allures de quête du Graal. Ici nous avons un pneu neige, on voit qui est pas clouté. Il y a les alvéoles prêts à clouter mais il n'est toujours pas clouté. C'est une gomme qui fonctionne pour les températures très basses. On a la possibilité de retailler par forte neige pour évacuer. Donc ça c'est juste pour évacuer la neige et les clous pour adhérer sur la glace dès qu'on touche la glace. Ensuite ici on a toujours le même pneu mais qui est clouté, demi-clouté. Donc les clous se roulent à l'intérieur et la partie non cloutée est à l'extérieur pour les appuis et la motricité. Ça c'est quand il y a du verglas et pas de neige. Ici c'est un pneu clouté 100%.
Donc c'est pour la neige damée, dure, verglacée. Et pour les conditions très froides. Alors, la particularité du rallye, c'est quand même que les boucles font 2 à 3 spéciales. Et d'une spéciale à l'autre, les conditions varient et ne sont pas les mêmes. Donc il faut toujours trouver le bon compromis. C'est pour ça qu'on a un petit achalandage pour essayer de faire le meilleur compromis. Ici, nous avons le pneu pluie, mixte pluie, qui est retaillable à souhait. C'est-à-dire on ouvre, on dégage. Ça dépend de la hauteur d'eau, de la hauteur de neige fondue. Et ici, en fait, on a la sculpture dite asphalte sec et qui est faite avec une gomme très proche d'un pneu pluie pour fonctionner dans des conditions très très froides et voire humides. Les différentes possibilités en termes de choix de pneus ont, comme toujours, encore joué un rôle très important sur cette édition 2010 du rallye Monte-Carlo. Et le meilleur exemple nous en a été donné par Chris Mick, le champion en titre, vainqueur de 4 épreuves en 2009. Le Britannique garde malgré tout un souvenir amer du Monte-Carlo l'an passé à cause d'une énorme sortie de route durant la deuxième étape qui l'avait obligé à jeter l'éponge. Deuxième du classement général au départ de la deuxième étape jeudi, Chris s'attaque à une boucle redoutable de 3 spéciales avec des pneus semi-cloutés quand tous ses adversaires ont opté pour des gommes totalement cloutées. Nous sommes au départ de la spéciale numéro 5 à la bâtie d'Andorre. Chris Mick ne va pas tarder à payer un prix trop posé. Et il n'y a pas besoin de faire de grandes recherches pour comprendre. J'ai simplement fait une erreur. Sincèrement, je m'en veux beaucoup. Et ce virage à droite à l'ombre est réputé très piégeux. Souvenez-vous, l'an dernier, Nicolas Vouilloz, alors champion en titre, s'était déjà fait prendre au piège. Je me suis fait piéger par une plaque de verglas. Je savais qu'elle était là, je savais qu'elle arrivait, et j'ai fait une erreur au moment du freinage. En fait, j'ai freiné un peu trop tôt et j'ai relâché un peu, et quand j'ai repris les freins, on était déjà sur le verglas et la voiture m'a échappé. C'est le rallye, et je ne peux que reconnaître ma propre erreur. Et par chance, Chris Mick et Paul Nagel, son copilote, ne seront pas blessés. Comme en 2009, les deux hommes ne verront pas l'arrivée en principauté. Le rallye Monte-Carlo est une vénérable dame qui distribue depuis 1911 ses coups de griffe à ceux qui osent la défier. Son arme préférée, les changements d'adhérence, et à l'image de Mick, nombreux sont ceux qui cette année encore ont figuré sur la liste des victimes de ce rallye pas comme les autres. De retour sur ces terres de légende, le Monte-Carlo ne connaît pas de round d'observation. Dès la première spéciale et le grand retour de Burzet sur le parcours, les ennuis vont commencer pour certains. Deuxième du championnat en 2009, Jan Kopecky sera la première victime de marque. Obligé de s'arrêter en spécial pour changer de roue à cause d'une crevaison, dès le premier chrono, le Tchèque plonge directement au-delà de la 40e place au classement. Spécial numéro 2, 45 km d'asphalte verglacé à parcourir. On a beau en être à sa 11e participation, on a beau s'appeler Tony Gardemeister, piloter dans des conditions de visibilité très délicates. C'est avant tout un travail de funambule. Stéphane Sarrazin payera lui aussi un lourd tribut à ce long secteur entre Saint-Pierreville et Entraigues. Comme Kopecky, une crevaison contraint l'équipage à s'arrêter en pleine spéciale pour changer de roue. Bilan, 3 minutes de perdu. Le lendemain, un autre monument du Monte-Carlo attend les concurrents. Saint-Bonnet-le-Froid, le bien nommé. Un régal pour les amateurs de rallye. L'enfer en Haute-Loire pour les candidats aux places d'honneur. Repoussé à plus de 3 minutes de la tête de course, Stéphane Sarrazin, encore lui, veut mettre cette spéciale de Saint-Bonnet à son palmarès. Les pneus cloutés de la 207 mordent de la neige, mais le pilote Peugeot est trop généreux. Il se fait prendre au piège d'un mur de neige à quelques dizaines de mètres de la fin de la spéciale. Malgré les efforts des spectateurs pour dégager les deux hommes, Stéphane Sarrazin et Jacques-Julien Renucci perdront encore plus de 2 minutes dans cette affaire. Car c'est bien connu, le sort aime à s'acharner sur certains. Sarrazin par exemple, Kopecky aussi. Dans la spéciale numéro 7 entre Lamastre et Alboussière, le pilote Skoda est victime de sa 2e crevaison. Revenu au 7e rang, le Tchèque rechute à la 10e place. Retour à Saint-Bonnet pour un 2e passage dans une spéciale où la couverture neigeuse donne quelques signes de faiblesse. Tony Gardemeister croit pouvoir en profiter, mais le piège se referme.
tête à queue à haute vitesse, par miracle, il pourra repartir. Gardemeister abandonnera vendredi matin, trahi par sa mécanique. Pour avoir l'honneur d'inscrire son nom au palmarès du Monte-Carlo, il faut donc savoir éviter les coups de griffe de la vénérable classique, déjouer les éléments, combattre le chronomètre et accessoirement vaincre ses adversaires. Après 2 jours de compétition, ils ne sont plus que 4 équipages à pouvoir encore rêver s'imposer. Pour certains d'entre eux, le rêve tournera au cauchemar et c'est justement ce qui fait de cette épreuve une légende vivante de la planète rallye. Samedi 23 janvier 2010 à Monaco, le podium de la 78e édition du Rallye Monte-Carlo sous les feux de la rampe. Après plus de 400 km de spécial, c'est l'heure du soulagement pour certains, de la libération pour d'autres, de la consécration forcément pour ceux qui triomphent. Casting de feu au matin de la dernière étape du Monte-Carlo avec au centre de tous les regards Mikko Hirvonen et sa Ford Fiesta. Et pourtant, Juho Hänninen peut encore espérer. En 2009, le pilote Skoda avait dominé le début de l'épreuve avant de sortir de la piste. Il espère inverser la tendance. Pour Sébastien Ogier, c'est l'heure de la revanche. Il est sorti en début de parcours à cause de la neige placée sur la route par des spectateurs. Il veut prendre sa revanche. Il aura face à lui un Nicolas Vouilloz qui exploite les qualités de sa 207 S2000. Des spectateurs ont mis beaucoup de neige sur la route et évidemment nous ne l'avions pas dans nos notes. Avec des pneus slick, c'est tout simplement impossible. C'est stupide, je ne sais pas quoi dire. Très en verve l'an dernier sur les routes du Monte-Carlo, Juho Hänninen a opté pour une attaque plus mesurée en début d'épreuve. Bien lui en prend. Après la sortie de route de Mick, le pilote Skoda hérite de la 2e place du classement devant Vouilloz 3e et Ogier 4e. Motivé par un sentiment d'injustice, Ogier remonte rapidement après sa sortie de route jusqu'à la 4e position. La cible suivante s'appelle Nicolas Vouilloz, mais le champion 2008 résiste et conserve sa place sur le podium provisoire. Ça a été pas trop mal, on a bien roulé dans la première. Bon, dans la deuxième, on a perdu pas mal de temps, on est parti un peu prudemment. Donc pour l'instant, ça se passe bien. On essaye de pas trop en rajouter parce que c'est vrai que c'est compliqué. On a vu Chris, c'est vrai que c'est pas évident. Et finalement, il faudra attendre le 2e passage à Saint-Bonnet-le-Froid pour que Sébastien Ogier ne prenne sérieusement l'ascendant sur son compatriote. Ogier, le couteau entre les dents, remporte la spéciale et prend alors 18 secondes d'avance sur Vouilloz au provisoire. Isolé entre 2 pilotes qui ne disputent pas l'intégralité du championnat IRC, Juho Hänninen opte pour la prudence en abordant le secteur de Montauban-sur-Ouvèze. Vendredi matin, le pilote Skoda voit logiquement Ogier lui revenir sur les talons. Et Sébastien Ogier de poursuivre en se montrant le plus rapide au premier passage au Turini. Il s'empare de la 2e place et revient même à 38 secondes de Hirvonen. Mais le Français sera mal récompensé. Un problème d'alternateur le pousse à l'abandon à 3 spéciales de l'arrivée. Le duel avec Hirvonen n'aura pas lieu. Sébastien Ogier était trop rapide pour moi, mais j'ai perdu trop de temps. Je ne sais pas comment il a fait, en tout cas il a très bien roulé. On se bat, mais c'est très difficile. Ouais, on a eu un petit problème, un gros problème même qui nous a contraint à l'abandon, c'est que le galet tender de la courroie d'alternateur a cassé sur la liaison et on était dans l'impossibilité de réparer, donc ça a forcé à l'abandon. Déception pour le Français et malgré cela, la nuit du Turini, encore une fois, donne ses lettres de noblesse au rallye Monte-Carlo. Performant durant tout le rallye. Mikko Hirvonen s'est contenté de 3 victoires de spécial et pourtant il a mené cette épreuve de bout en bout.
On craignait le manque de fiabilité de sa nouvelle monture. La nouvelle Fiesta S2000 a tenu le coup, le Finlandais a fait le reste. La voiture n'en est encore qu'à ses premiers jours d'existence, mais elle fonctionne très bien et tout s'est très bien passé durant tout le week-end. Première participation de la Ford Fiesta S2000 et pour Mikko Hirvonen, première victoire également sur le Monte-Carlo. C'est également le premier succès donc du Finlandais sur le rocher. Et voici donc le podium du Monte-Carlo 2010, Hirvonen, Hänninen et Vouillos. C'est également, donc on l'a dit, le premier succès après 5 tentatives infructueuses pour Mikko Hirvonen qui est soulagé. Le Monte-Carlo, c'est toujours le Monte-Carlo, nous dit-il. C'est toujours un rallye très difficile à remporter. C'est une belle récompense pour toute l'équipe qui a travaillé tellement dur ces dernières semaines. Tout a parfaitement fonctionné. Ils ont fait du très bon travail. L'histoire retiendra donc que Mikko Hirvonen et Jarmo Lehtinen ont remporté la 78e édition du Monte-Carlo devant leurs compatriotes Juho Hänninen et Marco Markula. Troisième place pour Nicolas Vouillos et Benjamin Vegas. On trouve ensuite Stéphane Sarrazin, Jan Kopecky pour une 5e place arrachée au mérite face à Guy Wilkes, Bruno Magalièche dans les points et Jean-Sébastien Vigion, 8e en compagnie de Stéphane Prévost. Au niveau du championnat, on va le voir, la bonne opération est incontestablement à mettre à l'actif de Juho Hänninen, de Nicolas Vouillos, dans une moindre mesure, Jan Kopecky. Tous les trois profitent de l'abandon de Chris Mick pour prendre de l'avance sur le champion en titre. Avec 4 voitures dans le top 6, Skoda s'est mise en valeur et prend logiquement la tête du classement des constructeurs avec 14 points pour la firme tchèque, 10 pour l'équipe M-Sport et 7 seulement, serait-on tenté de dire, pour Peugeot. Avant de se quitter, on va dire un mot des 2 roues motrices avec un invité de marque dans cette catégorie. Robert Kubica, le pilote nouvellement devenu le représentant de Renault en Formule 1, a décidé de s'engager au départ de cette épreuve aux commandes d'une Clio R3. Mon expérience en rallye n'est pas énorme. J'ai peut-être fait 4 ou 5 rallyes dans ma carrière et jamais des épreuves aussi importantes que le Monte-Carlo. Je crois sincèrement qu'il s'agit d'un des plus grands défis de ma carrière et je crois simplement que finir le rallye, ce sera déjà une tâche extrêmement difficile. En fait, le Polonais ne pourra même pas prendre le départ de l'épreuve. La Clio qu'il avait à sa disposition a été trahie dès le prologue du mardi soir. Un peu plus de 8 km qui se sont avérés fatals au bloc moteur de sa monture. Et en dépit des efforts de son équipe, Robert Kubica ne pourra pas s'élancer mercredi matin. Le prochain départ du Polonais à Monte-Carlo, ce sera au mois de mai pour le Grand Prix de Monaco en Formule 1. Et cela dit, le trophée européen Clio R3 qui débutait sa saison sur le Monte-Carlo nous promet du beau spectacle. Ça tombe bien puisqu'on retrouvera cette compétition sur l'IRC à 3 reprises cette saison. La performance à signaler, c'est celle de Mathieu Arsenault, tout simplement époustouflant en début d'épreuve. Le jeune Français s'est permis le luxe de conclure la première étape en 13e position avant cet excès de confiance dans la spéciale numéro 8. Ça repartira pas. Exploit aussi pour Pierre Campana qui s'est offert le 9e temps scratch dans la spéciale entre la Mastre et Alboussière jeudi soir. Il termine 2e en 2 roues motrices. Au final, ce sont la régularité et l'expérience de Chris Prinsen qui lui permettent de s'imposer. Le Belge remporte non seulement sa catégorie, mais il termine à la 11e place du général, premier concurrent non équipé d'une auto répondant au règlement de la catégorie Super 2000. C'est une très belle performance donc pour Chris Prinsen qui remporte la victoire devant Pierre Campana. 3e place pour Thomas Barral. Simone Campedelli termine lui au pied du podium et avec 5 Clio aux 5 premières places des 2 roues motrices, la firme aux losanges fait main basse sur la tête du classement des constructeurs. Et malheureusement nous arrivons au terme de ce résumé consacré au rallye Monte-Carlo 2010.
Heureusement, il nous reste encore plein d'autres bons moments à vivre tout au long des 11 autres épreuves du calendrier IRC. Pour la prochaine épreuve, justement, changement radical de décor puisque nous irons à Curitiba au Brésil pour une épreuve terre. Ce sera le premier week-end de mars. À bientôt.